Petite vidéo totalement improvisée, puisque là je suis sur une ferme de 10 hectares. On est dans les Alpes-Maritimes. Il a fait 27 degrés aujourd'hui et on vient d'avoir une belle pluie d'orage. Rien de monstrueux, mais bon, il a plu une heure. L'herbe et commence à se mouiller un petit peu. Tiens, regarde, voilà, hop là. Non, comment ça? Non, reste là, toi. Donc là, on a en fait de l'argile qui craquelle, puisqu'on a une 30% d'argile, 30% de sable, 30% de limon ici, en fait, à peu près. Ça dépend des zones. Et en fait, ça, c'est un bassin en sec, un bassin inondable qui permet en fait d'absorber ce qu'on appelle aussi un redent, en fait. Enfin, pas forcément, mais c'est encore autre chose, un redent. Ça permet d'absorber les surplus des canalisations quand il y a un trop-plein et quand il y a des pluies diluviennes, surtout dans nos régions où c'est vraiment, enfin cette région-ci où c'est vraiment quelque chose de fréquent. Et donc en fait on voit pourquoi il faut, je suis désolé, hein, quand je mets le zoom en fait il y a le micro qui change, donc ma voix change. On voit que ça craquelle et en fait on voit aussi pourquoi c'est super important de ne jamais laisser les autres bassins. Pour cela, allez voir mon autre vidéo sur ces bassins-là. Il ne faut jamais laisser les bassins arriver à zéro parce que ça risque de créer un énorme problème, c'est que l'argile se craquelle. Si l'argile se craquelle, en fait, l'étanchéité n'est plus assurée puisqu'en fait l'étanchéité, c'est le problème de l'étanchéité naturelle hors bentonite. Donc ça, c'est pour de l'argile naturelle qu'on trouve sur le terrain. Et bien en fait, cette argile a un coefficient de dilatation qui est moindre. Je pense que la bentonite c'est 150 fois. Enfin, la bentonite c'est le plus grand coefficient. Bref, et du coup, l'argile a tendance à évidemment se redilater quand il repleut dedans, dans votre bassin, mais il ne prendra jamais sa forme initiale. Et donc vous allez perdre votre étanchéité, celle que vous avez mis bien cher et méchant à faire. C'est un gros problème, donc il faut, quand vous avez un bassin, il n'y a jamais de bonne et de mauvaise solution, hein. Moi, pour le moment, je mets souvent quasiment tout le temps des bâches parce que la bâche est totalement contrôlable. Même si c'est un dérivé du pétrole, si je veux, un jour, je peux quand même mettre de l'argile après. Si jamais ma bâche, je ne sais pas la remplacer, si j'ai un problème de ressources. Mais le problème de l'argile naturelle, c'est que si vous foirez votre étanchéité ou si vous la laissez s'assécher, c'est terminé, bye bye quoi. Donc il faut tout refaire. C'est vraiment un problème, ça coûte beaucoup plus cher. Donc ici on va passer, on va faire un peu le tour du terrain, mais simplement je vais faire un tour d'observation. C'est déjà ouvert en fait. Simplement un tour d'observation parce que comme il a plu, je veux en profiter pour observer des microclimats. On a déjà toute une faune, enfin on a plein d'insectes qui se remettent à voler alors qu'il a fait vraiment sec et que donc on n'a rien vu pour l'instant. Je vois pas trop d'éboulements, mais comme la pluie n'a pas été diluvienne, c'est pas forcément, enfin c'est normal en fait qu'il n'y ait pas d'éboulement. Par contre ici, tiens, je me pose une question, il y a un truc bête, parce qu'en fait j'ai failli venir dormir ici, mais l'accès il est quand même il est chaud quoi, hein. Pour passer ici avec un véhicule, il faut pas hésiter à lorgner sur la bordure quoi. Donc je voudrais voir un petit peu les zones qui sont les plus humides, celles sur lesquelles j'ai de l'air froid, donc plus lourd, qui stagne, et où je risque d'avoir la rétention d'air, de l'air humide, lourd, puisque quand j'ai une rétention d'air humide et lourd, eh bien, je risque aussi d'avoir des gelées tardives, ou quand j'ai de l'humidité relative, notamment à cause de la rosée, eh bien, mais ça pousse bien ici. Je m'interromps parce que je suis en train de visiter en même temps. Mais comme ça, vous voyez ce que je vois. Ça pousse super bien. En fait, j'ai pas encore vu cette partie en vert. C'est top. Et ces gelées tardives, non, en fait, cette humidité relative fait que quand il fait des températures qui sont froides ou négatives, eh bien, ça crée des gelées, ce qui peut créer des problèmes au niveau des fleurs, des arbres, des légumes, etc. Donc,
ça veut dire qu'il faut faire attention. Après, on peut voir un peu plus dans le design où est-ce que ça a été, où est-ce qu'il faut planter ou pas planter, où est-ce qu'on risque d'avoir un risque ou pas, sachant qu'on a de toute façon toujours un risque. Hein. Le risque zéro n'existe pas, mais en tout cas, on peut le limiter. Alors ici, j'ai vraiment une grosse rétention d'humidité. Ça se voit pas tellement à la caméra, mais j'ai vraiment un environnement qui est très brumeux ici et quand même assez humide ici. Enfin, c'est normal. Je veux dire, il n'y a pas de révélation formidable dans ce que je suis en train de dire, mais bon, voilà, c'est quand même toujours bien de l'observer, voir s'il y a un phénomène qui est anormal ou qui est... S'il commence à pleuvoir, c'est la merde parce que j'ai laissé mon 4x4 ouvert. Comme on ne sait jamais trop si on peut avoir des phénomènes normaux ou anormaux, eh ben, c'est intéressant de l'observer. Alors ici, waouh, là l'éboulement potentiel il est assez impressionnant, quoi. Hop. Donc ça, un de ces quatre, ça va faire sproch, hein. Tout ça va se péter la gueule. Et donc ce sera intéressant d'aller voir derrière ce qu'il y a, et je pense qu'il n'y a rien d'important. Mais parce qu'à un moment ou l'autre, ça va tomber, quoi. Et voilà pourquoi, quand on fait du design, ben, la seule manière pour moi de faire du design, c'est de s'impliquer à fond et d'aller sur le terrain. Ça fait 12 ans que je fais ce métier, ça fait 12 ans que je suis sur le terrain, ça fait 12 ans que j'ai des clients qui me prennent pour un débile parce qu'ils me voient débarquer soit avec mon vélo, à l'époque c'était avec ma moto, avec ma camionnette, avec maintenant mon 4x4. Je dis mais qu'est-ce qu'il fout, pourquoi il reste là, on dirait un vieux hippie, un punk à chien et tout ça. Et ben en fait c'est la seule manière correcte d'observer un environnement. Comment vous voulez aider des gens à déterminer un programme sur plusieurs générations d'une ferme ou d'un environnement autonome qui fonctionne ou pas si vous ne dormez pas sur le terrain. Enfin, si vous devez connaître l'environnement mieux qu'eux. Bon, en général, c'est pas très compliqué. Parce que soit ils ont moins de connaissances, soit ils n'y sont pas forcément tout le temps. Mais c'est la condition sine qua non. Et bon, de toute façon, même si les gens sont sur place, ils n'ont pas l'œil que nous on a, quoi. Ici, j'ai... Alors ça se voit pas trop non plus, mais j'ai vraiment une ambiance qui reste humide, qui reste tempérée, en fait. Tempérée, ça c'est pas mal. Mais en même temps, de toute façon, c'est un fond de vallée bien abrupt. Alors, quand je regarde devant moi, on a déjà de la brume là, très légère. Hein. On voit juste que là, la limpidité de la vision est moindre par rapport à un autre moment où ce sera un peu plus normal. Voilà, je rappelle, hein, j'ai une vidéo sur les... Ici on voit tous les miasmes devant, hop là, qui reprennent vie. Donc ça veut dire que potentiellement il y a beaucoup de biodiversité ici, sur le domaine de l'eau. Donc je rappelle que ceci c'est une gouttière qui sert à éviter, ça sert vraiment à rien ce... Enfin, pardon pour les clients, mais ça, hein, ça c'est de la merde. Hein. C'est piqué là, enfoncé comme ça. Attends, avec un fil tendu comme ça, c'est de la merde, faut jamais faire ça. Et bref, la gouttière est vers le bas. Et donc j'ai une vidéo là-dessus qui explique ça. J'entends le ruisseau. Alors, designer, ok. Ça veut dire utiliser ses sens, son sens de l'équilibre, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, et pas trop de la vue. Parfois des vibrations aussi. Et là, j'entends que le ruisseau, par rapport à ce que j'entends d'habitude, il a un flux plus important. Ce qui est normal, il y a un bassin versant de plusieurs centaines d'hectares derrière. Chose qu'on a vérifié aussi dans les plans. On fait tout un calcul du bassin versant. Alors ici, c'est dommage, mais on ne pourra pas reprendre l'eau du ruisseau, parce que je ne suis pas sûr que ce soit permis, mais surtout, en fait, il y a plein d'égouts qui se déversent dedans, donc ce sera un peu con à refiltrer. Mais enfin, quand je vois le déficit hydrique qu'il y a, parfois, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai en fait c'est quand je dessine un plan d'analyse, je mets toujours qu'il y a différents types de microclimats. Et dans ces microclimats, il y a les zones sèches, les zones
à piège à chaleur, les zones à très chaudes, froides, gel, etc. Et puis il y a les zones tempérées, à tempérance climatique. C'est-à-dire que quand nous avons cette pluie qui est là, et bien en fait, on voit qu'il y a il y a une plus grosse rétention de l'humidité dans toute cette zone-là qui est beaucoup plus floue, hein, beaucoup plus brumeuse en fait, parce que comme l'air y circule moins, et bien forcément les nappes atmosphériques sont moins dégagées, sont dégagées moins vite. Donc l'humidité reste plus longtemps, ce qui veut dire aussi que c'est très très beau ça, ça je vous conseille de faire ces conteneurs là. Enfin c'est toujours ce qu'il faut faire, c'est vraiment une très belle réalisation. Il y a plein de trucs qui sont très très bien faits ici, hein. J'avais des critiques, mais il y a vraiment plein de trucs qui sont de très très belle facture, de très très belle qualité, comme ceci. C'est vraiment, je vous conseille de faire. Donc c'est des armoires techniques en fait, et avec un petit, je sais pas, un petit potager ou un petit truc au-dessus. Donc c'est quand même de notoriété publique qui fait plus humide dans les forêts. Donc de nouveau, en fait, pour l'instant on n'a pas vraiment de feuilles sur les arbres, et il y a beaucoup de pins, des pins maritimes, forcément, des pins d'Alep. Et je me demandais si ces végétaux-là pouvaient avoir une rétention aussi correcte de la saturation de l'air en humidité. Hop, allez, on rentre. Là mon gros. On va pas aller sur le parvis de l'hôtel. On est samedi, il n'y a personne. Enfin, il n'est pas occupé là pour l'instant, c'est le démarrage en fait. C'est le démarrage de la saison. Donc il n'y a encore pas grand chose. Alors, j'arrive déjà un petit peu tard, hein. Donc il faut, si vous voyez ma vidéo. Ah, ça c'est bien ça. Qu'est-ce que tu fais là toi? C'est pas par là, hein? Quoi, toi tu veux aller à l'hôtel? Toi c'est hôtel, et puis c'est rien d'autre, c'est ça? Allez viens. Quelle nouille. Bon, soit c'était semé, soit ça reprend spontanément, mais c'est bien en tout cas. La dernière fois que j'étais venu, tout était sec, brun, cassant, c'était en février. Et les vidéos qui parlent des étangs, les deux vidéos démontrent en fait que c'est sec. Alors ça s'est déjà dégagé malheureusement par rapport à tout à l'heure. Là on voit que c'est très très brumeux. Ça reste dans le bas, ça stagne. Et en fait tout à l'heure on avait encore de la stagnation qui était là-bas, comme j'avais pu voir en hiver, et puis on voit encore la brume, et déjà l'air lourd est déjà redescendu jusque là-bas. En fait ce qu'il y a comme phénomène ici, c'est qu'on a quelques plateaux sur lesquels l'air lourd reste, mais il s'évacue relativement rapidement par là-bas, par le fond de vallée, et on voit en fait qu'il arrive là-bas au bout. Parce qu'on est sur un milieu qui est ouvert et en pente et bien orienté en fait, quelque part. Donc tout ça, ça s'en va. Et c'est un... À la fois c'est pas mal parce que ça veut dire qu'on a donc moins la potentialité d'avoir des gelées tardives qui sont dérangeantes. Et à la fois c'est pas terrible parce que on aimerait bien retenir un petit peu l'air humide ici vu qu'il fait sec. Et on voit bien, hein, on voit ici toutes les repousses qui se trouvent là, donc le sol a été laissé à nu. Je dis pas que c'est bien, je n'étais pas là, mais en tout cas on voit déjà les repousses qui commencent à reprendre, les touffes, et ça reprend très très vite. Ça reprend très très vite parce que nous sommes dans un climat chaud, doux, et avec en fait une fertilité qui n'attend qu'à exploser, compaction du sol qui est assez limitée. Je vais encore aller voir un endroit, c'est là-bas. De nouveau, c'est con de faire une vidéo sans avoir de vraies révélations, mais en tout cas,
il faut savoir quoi regarder. Hop, on va aller voir. Évidemment, la lumière est splendide. Viens mon chien. En fait, c'est un peu de la lecture de paysage. Hein. Je suis en train de programmer une formation sur la lecture de paysage avec aussi la possibilité de faire une visite virtuelle. Mais voilà, simplement, ça fait quand même du bien de voir un petit peu d'humidité ici. C'est tellement sec, ça fait tellement peur des fois. Et on est déjà en déficit hydrique. En fait, on est déjà, je sais pas comment ils appellent ça ici, en alerte eau. Enfin, pénurie d'eau, donc du coup, on ne peut plus laver sa bagnole. Et on est début avril. Donc voilà. Alors, s'il y en a qui regardent la vidéo où je loge, c'est là-bas, où je me suis derrière la montagne là, où je m'étais mis en bivouac. Pendant les périodes hivernales, en février, en fait, on a vraiment une belle micro-gelée qui est là. Puisqu'on a une cuvette, on est orienté au nord puisqu'on a les arbres là qui font un écran. Et c'est intéressant, il faut en tout cas faire gaffe à pas mettre trop de plants fragiles là-bas. Il y a une piste de karting ce truc. Quoique, viens mon chien, allez, viens. Sinon j'en ai bout là. Quoique, parfois ça peut être intéressant de mettre par exemple un abricotier à l'endroit le plus froid. Pourquoi? Parce que... Ah oui, en fait ça vient d'être empiré en fait ici. Parce que en mettant un arbre fragile ou un arbre qui est fort fragile quand il gèle, vraiment dans un endroit froid qui est vraiment garanti comme froid. Attention qu'un endroit froid n'est pas forcément un endroit qui va le rester en été. Par exemple, chez moi, dans la maison que je loue, allez voir j'ai fait une petite formation là-dessus, elle est gratuite, allez la voir, où je fais toute la visite de mon terrain et de mon design. Enfin, c'est pas mon terrain, c'est une des maisons que j'habite toujours, que j'ai habité pendant 7 ans, sur laquelle j'ai pu faire un design. Eh bien, la zone qui est derrière la maison, elle est elle n'a je commence à être fatigué. Elle n'a pas de lumière pendant 2 mois de l'année en hiver. Donc c'est une zone frigo quoi. L'arrière de la maison, c'est une zone froide parce qu'on a l'ombre de cette très imposante maison qui se projette sur bon en fait il n'y a rien concrètement. Ouais, alors je sais pas si c'est parce que c'est normalement là j'ai un point clé, dire une zone où j'ai une légère rupture de pente qui est censée me collecter un petit peu plus d'eau de ruissellement naturel. Et donc je sais pas si c'est à cause de ça ou si c'est parce qu'il y avait ça a été moins décapé, mais en tout cas là, bah, c'est plus vert. On va dire que c'est parce que c'est un point clé, hein, comme ça on va dire que j'ai raison. Donc toute la zone qu'il y a derrière la maison est une zone frigo. En fait, mais c'est aussi une zone qui est entourée d'une haie. Wow. Alors là, ça, il faut le voir. Hein. Wow. Il y a l'ombre du nuage. C'est l'ombre d'un nuage qui se projette sur la montagne. Oh, c'est quand même beau, hein, on peut le dire. Après, bon, moi, je suis toujours un peu pointilleux, mais c'est quand même une belle réalisation, quoi. Et l'arrière de... l'arrière de la maison est entourée d'une haie. Cette haie, elle fait un pied de chaleur. Et donc en fait en été, c'est une zone qui est extrêmement chaude. C'est une zone où il fait torride. Et donc si j'ai un arbre fragile, que je n'ai pas installé là, mais qui, lui, il va plutôt il a encore des gelées importantes. Et donc en fait, c'est pas forcément son milieu de débourrer rapidement quand il a des gelées importantes. Donc il va attendre, en fait, il va rester assez tranquille. Et donc il va retarder le débourrage de ses bourgeons. Et quand il débourrera ses bourgeons avec un peu de chance, eh bien ce sera le bon moment
Et c'est-à-dire qu'on aura beaucoup plus de risques d'avoir des gelées importantes qui risqueraient de les brûler en fait ces bourgeons. Donc en fait ça marche assez bien. J'ai un copain qui l'a fait dans sa forêt jardin, une vraie forêt jardin, pas une forêt jardin comme on dit souvent. Et donc c'est peut-être contre-intuitif de prime abord, mais en fait c'est pas forcément une mauvaise idée. Et du coup une zone froide en hiver, peut-être une zone très très chaude en été, donc faut pas négliger ce truc-là. Bon, du coup, ici, on a essayé d'observer, on n'a rien observé, sauf que l'herbe repousse très très vite au printemps dès qu'il y a un petit peu d'humidité. Ça, c'est extrêmement positif. Et donc, du coup, on voit aussi très fort les potentialités de culture. Maintenant, il faudrait encore arriver à trouver de l'eau. On a déjà pas mal d'eau, on a 10 000 m3 d'eau, mais c'est insuffisant parce qu'en fait, ces 10 000 m3 d'eau ne sont pas censés être vidés, puisque sinon, on risque d'avoir un problème d'étanchéité. Du coup, c'est bien d'avoir mis 10 000 m3 d'eau, ça va ajouter de la biodiversité, du microclimat, tout ça, mais si on ne peut pas les utiliser, c'est un peu complexe. Donc, il faudra encore rajouter des stocks d'eau, soit par ruissellement, soit par pompage hivernal, ou par... Enfin, en fait, ici, les pluies, c'est plutôt en automne et au printemps, et pas en hiver. Et on stocke un maximum quand c'est abondant. Et on le réutilise après parce que ça pourrait quand même être vraiment intéressant. Je pense que ça pourrait être une belle preuve en fait que le site fonctionne bien. De récolter l'eau tant qu'elle est abondante, tant qu'elle est présente et disponible pour la restituer plus tard. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous. Je vais essayer de vous donner un peu le meilleur panorama derrière moi. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les mettre en commentaire, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, comme toujours. À bientôt. Petite update sur les observations. Ici, je remarque que j'ai vraiment encore un flou. J'ai beaucoup plus de brume qui se retrouve ici, qui est enserrée en fait entre ces arbres-là, et qui stagne un petit peu plus sur chaque plateau. Je crains que ça ne se voit pas trop sur la vidéo, mais en tout cas, ça reste bon, une confirmation et intéressant. À part les diverses observations que j'avais pu faire en hiver, surtout sur les gelées, bon, il n'y a pas eu de révélation ultime ici, mais il faut toujours observer pour être sûr qu'on a raison, quoi. Parce qu'en fait, moi pour la définition des microclimats, je peux le faire sur le plan, sans trop de problèmes, en 2 heures, quand je suis en forme. C'est super présomptueux, enfin. Mais voilà, il faut quand même toujours les vérifier sur place. Et quand on va sur place, on a des surprises. Et bon, même après, il y a toujours des petites surprises, évidemment. Parce que, voilà. Donc, c'était un petit update.